Carrière vous est offert par Orange. On souhaiterait tous faire des opérations de paiement mobile en temps voulu. Avec l'application Orange Money, disponible sur Google Play, vous pouvez encore plus facilement effectuer des opérations. Transférer de l'argent en toute simplicité, effectuer vos achats dans les boutiques et supermarchés partenaires, payer vos factures à toute heure sans vous déplacer, gérer votre compte bancaire en tout temps et en tout lieu, acheter du crédit de communication pour vous et vos contacts Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. Salutations à vous tous qui nous recevez en ce moment chez vous. Mesdames, Messieurs, c'est le magazine Carrière qui est lancé en diffusion sur votre chaîne de télévision. Nous allons pendant 52 minutes vous aider à construire votre carrière en vous montrant comment l'on travaille avec innovation, courage, persévérance en vue du succès. Voici le sommaire de cette édition que nous présente d'abord Merveline Tapi. Bienvenue dans votre magazine Carrière. Nous déroulons le tapis rouge à un expert international en microfinance. Plus de 20 années d'expérience, il a des compétences avérées dans l'entrepreneuriat, le leadership et le management des entreprises et des projets. Le révérend pasteur Charles Rollin Ombang Ekat, PDG de la régionale d'épargne et de crédit, se dévoile dans notre rubrique Success Story. En métier, nous faisons une intrusion dans le monde très fermé de l'interprétation de conférences. Un métier noble, passionnant, qui nourrit son homme. Il est peu connu chez nous pourtant. Le Cameroun abrite la plus grande école de formation dans ce domaine en Afrique subsaharienne. L'initiative du mois nous conduit dans les couloirs de solidarité technologique, une structure spécialisée dans le recyclage des appareils électroniques, mais aussi dans la formation des jeunes défavorisés en informatique. Et en coaching, préparez-vous à passer un entretien téléphonique. Pas de panique. Notre expert Benjamin Noël nous donne quelques astuces pour réussir un entretien téléphonique. C'était le sommaire. Installez-vous, nous commençons tout de suite. Commençons cette émission en découvrant l'initiative de jeunes Camerounais réunis au sein d'une association. Leur objectif est de recycler tous les appareils que vous et moi pensons à jeter. Téléphones portables, ordinateurs et même téléviseurs sont recyclés pour leur redonner une nouvelle vie. Vous pouvez également avoir la possibilité au sein de Solidarité Technologique de trouver un emploi pour d'autres jeunes.
Voyons cette initiative que nous présente ici Yves Awono. Il est le directeur général de Solidarité Technologique basé ici à Yaoundé. Bonjour, bienvenue à l'équipe de carrière. Je suis Yves Awono, le directeur Cameroun de Solidarité Technologique. Ici, c'est la salle de conférence où nous avons toutes nos réunions les lundis. Nous réunissons tout le personnel et puis tout le personnel administratif. Bien évidemment, nous avons la possibilité d'écumer tout ce qui s'est passé, le bilan de la semaine d'avant et puis les perspectives de la semaine en cours. Ici, c'est le bureau de la responsable administrative et financière. Elle s'occupe de tout ce qui est finance de la maison. Elle s'appelle Madame Afou Rosalie. Ici, c'est le responsable technique, recherche et développement. Il est chargé de tout ce qui est de la conception, la mise en œuvre de tous nos projets, nos programmes et vraiment les réalisations que nous avons amenées. Ici, nous sommes dans le bureau du représentant résident de Solidarité Technologique au Cameroun. Il s'appelle M. Boris de Fotero. Nous sommes ici au service commercial et communication. C'est le service qui est chargé de la communication de tout ce que nous communiquons avec l'extérieur. Il communique tout ce que nous avons comme activité. Et maintenant, tout ce que nous avons comme produit, c'est le service qui est chargé de la vente et la distribution. Ce service est piloté par Madame Benima Juliette, qui a pour assistante Madame Ola René. De ce côté, c'est le centre de formation de solidarité technologique. Nous formons des jeunes dans le domaine de l'informatique bureautique et maintenance informatique. Solidarité technologique, c'est une association franco-camerounaise qui part d'une initiative de faire vulgariser l'outil informatique chez les jeunes. Alors, il y a un centre de formation qui est monté. Au lieu de retrouver les carcasses dans les rigoles qui se retrouvent un peu partout, parce que c'est très très dangereux pour la santé, nous avons donc pris l'initiative de compléter notre centre de formation avec un centre de recyclage de ces déchets-là. Et nous avons obtenu une autorisation du gouvernement camerounais en 2013. Nous sommes d'ailleurs la toute première organisation, structure à avoir un permis pour faire cette activité au Cameroun. Nous fonctionnons avec les entreprises, on appelle les D3E professionnels, même avec les particuliers. Nous recevons tout appareil qui fonctionne avec du courant, qui est arrivé en fin de vie. On invite les populations à ne pas jeter ces appareils, les vieux téléphones, les vieux téléviseurs, de ne pas les jeter dans la nature et de ne pas non plus les conserver parce que ce sont des gros facteurs de danger. Quand ça arrive à notre niveau, nous, soit nous les recyclons, soit alors nous leur donnons une seconde vie. Ici, c'est l'atelier de recyclage où nous recevons tout le matériel qui nous provient des différents partenaires et des clients qui nous font confiance. Vous avez avec moi le chef d'atelier, M. Mbou, qui coordonne toutes les activités en atelier. Là, c'est le coin dépannage, de recyclage. Ici, là, on détruit tout ce qu'il y a comme matériel qui ne peut plus fonctionner. Vous voyez devant nous, nous avons les 4 mers. Les 4 mers sont entassées ici. Ici, là, nous avons un type de plastique qu'on appelle le PC. Ici également, c'est un autre type de plastique, ABS. Et nous avons la lueur et la ferraille. Donc, tout ce qui est comme composant qui ressort des appareils et du matériel informatique, on essaye de composer, de diviser afin que rien n'aille dans la nature. Ici, c'est l'espace des tests. Les techniciens que vous voyez sont là pour
revoir si ce sont des appareils, s'il n'y a pas de panne. Là, c'est la partie où nous redonnons une seconde vie. Ici, là, c'est la partie soft, où on installe et les logiciels et tout ce qui peut redonner vraiment la qualité d'un ordinateur. Quand ça sort d'ici, ça va directement au prochain utilisateur. Déjà, il y a beaucoup qui ne comprennent pas la nécessité de faire recycler ou alors d'envoyer leurs déchets électroniques parce que pour eux, c'est des déchets qui ont de la valeur. Donc nous sommes là pour une sensibilisation. Leur dit qu'en réalité, c'est pour le bien de tout le personnel, au bien même de l'entreprise, et puis ça permettra d'aider le gouvernement via le ministère de l'Environnement à mettre sur pied la loi cadre sur l'environnement au Cameroun, la gestion des déchets en particulier. Parlant des difficultés, c'est beaucoup plus sur le domaine administratif. La procédure administrative est trop lourde. Ça a été l'un de nos freins. Nous avons mis pratiquement 6 mois pour pouvoir implanter simplement et puis voir comment est-ce qu'on pouvait commencer les activités. À court terme, nous souhaitons que c'est une activité qui se développe dans tout le Cameroun, ne serait-ce que dans les villes de Douala et Yaoundé. À moyen terme, que nous couvrons la sous-région Afrique centrale parce que jusqu'à peu du contraire, nous sommes les seuls pour le moment. Et à long terme, pouvoir augmenter nos capacités, étant donné que nous avons pour ambition d'être un peu des géants. Nous aurons souhaité que l'État du Cameroun, par exemple, subventionne l'activité que nous menons parce qu'elle est capitale pour la santé des populations. Il y a par exemple des composants que nous recueillons ici qui n'ont pas de solution de traitement sur place. Nous sommes obligés d'importer ce matériel-là, d'exporter ce matériel-là pour faire traiter ailleurs par nos partenaires et ça a un coût pour nous. Or, si nous avons cette subvention, un peu comme ça se passe déjà avec les déchets ménagers, nous aurons la possibilité de récupérer gratuitement et quel que soit le type de déchets chez les particuliers, auprès des entreprises. Et ça nous permettrait aussi de nous développer assez rapidement. Vis-à-vis des banques, nous attendons des financements et des prêts, enfin beaucoup plus des prêts à long terme, en leur faisant comprendre que notre activité, c'est une activité pérenne, une activité de développement qui nécessite beaucoup d'argent. Ce que nous pouvons dire aux jeunes, c'est que c'est le travail qui paye. Pour arriver à ça, il faut juste être concentré et puis patient. Parce que beaucoup de jeunes ont tendance à penser qu'il faut aller assez rapidement dans la vie. Nous avons commencé cette activité à 3. Aujourd'hui, nous sommes près d'une vingtaine. Alors, il n'y a pas de magie, ce n'est que le travail. Je vous invite à découvrir à présent une profession qui vous donne la possibilité de rencontrer les plus grands dirigeants du monde, participer aux conférences les plus prestigieuses tant au plan national qu'international, mais également gagner une rémunération allant en moyenne jusqu'à 200 000 francs par jour. C'est le métier d'interprète. Et le Cameroun abrite la meilleure école de formation des traducteurs et interprètes en Afrique subsaharienne, l'ASTI, qui est basée à Bouéa. Voyons justement avec un ancien de cette école comment l'on devient interprète, comment peut-on s'y épanouir. C'est Armel Fossé-Fossé. Il est interprète avec une dizaine d'années d'expérience au compteur. Il nous en fait la description dans la rubrique « Le métier du mois en carrière ». Un interprète de conférence, c'est un professionnel qui a pour charge quotidienne faciliter la communication entre plusieurs personnes qui parlent des langues différentes. Moi, je suis traducteur-interprète. Donc, un traducteur se charge de transmettre un message écrit d'une langue A
vers une langue B, alors que l'interprète transmet un message oral d'une langue A vers une langue B. On distingue plusieurs types d'interprétation. On a l'interprétation consécutive qui se fait sans l'intervention d'un matériel quelconque. Nous avons également l'interprétation simultanée qui se passe beaucoup plus en salle de réunion, où on a un véritable déploiement, une artillerie avec une cabine, des récepteurs, des micro-baladeurs, des micros de table, des émetteurs. Je pense que les prérequis sont nécessaires pour tous les corps de métier. Par rapport à l'interprétation de conférences, il faut déjà avoir un bagage cognitif assez élargi, avoir une certaine capacité d'analyse quasiment à la vitesse de la lumière, parce que l'interprète écoute, il analyse, il traite l'information et restitue au même instant. Il faut avoir une certaine sagacité et finesse d'esprit, une certaine souplesse du langage, une certaine éloquence et surtout une véritable commande de ces langues de travail. Au Cameroun, nous avons deux écoles. La plus ancienne étant celle dont je suis l'un des heureux produits, qui est l'ASTI de Boya, l'École supérieure des traducteurs et interprètes. C'est une école qui existe depuis une trentaine d'années et qui a formé la majorité des interprètes du pays et même des autres nationalités, puisqu'on a des ressortissants de plusieurs pays d'Afrique qui viennent y suivre leur formation. Il y a également l'ISTIC à Yaoundé, qui est l'Institut supérieur de la traduction, de l'interprétation et de la communication, qui a vu le jour voici une dizaine d'années et qui est en train de faire également ses preuves. Ailleurs, il y a les IT de Paris, il y a une école en Suisse, au Canada, il y en a énormément. La plupart de nos enseignants et de nos illustres devanciers, à qui je rends d'ailleurs hommage, sont passés par ces écoles. Aussi avec Georgetown aux États-Unis, qui a également formé la plupart de nos parents dans ce métier. L'école supérieure des traducteurs et interprètes étant une école, j'allais dire, publique, c'est-à-dire une des écoles placées sous le ministère de l'Enseignement supérieur, les droits universitaires coûtent 50 000 francs, comme dans toutes les autres grandes écoles. Mais à l'ISTIC, qui est une école privée, je pense que la formation coûte 1 million là. Bon, mais dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, il faut environ 60 000 $ par an. Les contraintes sont légion. Vous voyez, c'est toujours difficile de devoir se mettre à jour tout le temps. Un interprète, c'est un éternel apprenant. Vous côtoyez de nouveaux domaines pratiquement au quotidien et vous n'êtes jamais sûr du résultat. C'est pour cela que l'interprétation, c'est le métier des personnes humbles. C'est le travail de l'ombre. C'est justement pour ça qu'on ne connaît pas les interprètes. Lorsque vous abordez parfois des sujets sensibles, ou alors vous êtes dans des réunions quelque peu corsées, vous voyez, c'est pas très évident. Parfois, vous êtes face à une situation où les enjeux sont très élevés. Par exemple, vous êtes dans une réunion qui porte sur la négociation des paix ou bien, je sais pas, la négociation des conventions, les tracés de frontières. Il y a des questions diplomatiques très sensibles et tout. C'est pas toujours évident. Et de deux, l'interprète travaille constamment au sommet. Donc, les questions qu'il aborde sont toujours des questions assez importantes. Donc, et du coup, il faut toujours être d'attaque, il faut être d'aplomb. Ce n'est toujours pas évident, madame. L'interprétation, c'est... je cherche le mot, parce que je suis ému. Comment dire, c'est un produit de luxe. Les avantages, ils sont là. Vous rencontrez beaucoup de gens au quotidien, dans différents domaines. Vous abordez des sujets différents tout le temps. Vous couvrez beaucoup de sujets. Et vous avez aussi parfois la primauté de certaines questions, bien que vous soyez astreint à la règle de la confidentialité. Et surtout, vous vous sentez utile. Sur le plan pécuniaire également,
dans un environnement où la rémunération n'est pas toujours au rendez-vous, je pense quand même que ce métier permet à ceux qui l'exercent d'être à l'abri du besoin. Les interprètes déjà ne travaillent pas seuls. En général, on travaille en équipe d'au moins 2. Donc si une réunion est bilingue, c'est-à-dire qu'elle se déroule en 2 langues, peut-être français-anglais, on a un interprète qui va de l'anglais vers le français et un autre qui va du français vers l'anglais. Mais en général, on travaille en grande équipe, donc 4 interprètes, c'est-à-dire 2 par langue. Quand on est en grande équipe, un interprète gagne en moyenne 246 000 francs par jour et en petite équipe, 390 000 francs par jour. Ça, c'est au niveau du Cameroun. Maintenant, au niveau des organisations internationales qui mettent très souvent à contribution les interprètes de conférences, chaque organisation a défini ses taux. L'ONU, par exemple, paye $630 la journée. La Banque africaine de développement, $555 la journée. L'Union africaine, $468 la journée. Je crois la Banque mondiale doit être dans les $540 la journée. Si vous voulez devenir interprète, lisez beaucoup, écoutez la bonne radio, suivez les bonnes émissions de télé, renforcez vos compétences linguistiques, développez votre sens de la curiosité. Bref, soyez prêts à travailler dur. Voici le nouveau visage des boutiques chez Tradex. Un cadre soigné, un design particulier, une architecture originale et moderne. L'achalandage des rayons offre à voir et à toucher une variété de produits destinés aux besoins du quotidien. Dans les 25 autres boutiques déjà rénovées à Douala et à Yaoundé, le nouvel aménagement repose sur un concept de fonctionnalité, de confort et de convivialité. Tradex a entrepris de refaire le portrait de toutes les boutiques de son réseau de distribution. Une ambition certaine, une motivation managériale. L'investissement que nous avons décidé pour remonter de manière substantielle la qualité de nos boutiques procède de notre souci d'apporter le meilleur service à notre clientèle. Et effectivement, notre boutique n'était pas le point fort de Tradex. Vous savez, on a eu une première expérience de gestion qui n'a pas été très satisfaisante. Aujourd'hui, nous faisons de la gestion libre, mais nous avons voulu, avant de remettre nos boutiques aux partenaires qui vont les gérer, faire une mise à niveau de leur qualité. D'abord à travers une vaste panoplie de services nouveaux que nous offrons, mais surtout en leur donnant une architecture attractive, beaucoup plus organisée. 725 millions de francs CFA de budget pour cette première phase. Le résultat se dessine à travers cette ergonomie particulière du mobilier et des rayons. Un réservoir de produits et de services, véritable pôle d'attraction pour la clientèle. On a retravaillé les achalandages. Donc en réalité, il s'agit d'une politique pour améliorer la qualité du service que nous offrons à notre clientèle. Nous voulons que les stations-service soient des points où il fait bon vivre, où les gens peuvent non seulement venir se rafraîchir, avoir ce qu'il faut pour leur voyage, mais aussi passer un peu de temps ou surfer sur leur ordinateur avec l'internet gratuit, boire un petit café. Donc vraiment, nous avons essayé de donner une nouvelle image à la station Tradex à travers ce programme d'investissement sur nos boutiques. Tenez par exemple, dans les trade shops, la connexion internet est disponible et gratuite pour tous les clients. Une première pour une station-service dans la sous-région. Une autre particularité est l'utilisation du matériau recyclé de l'entreprise. Les comptoirs fûts font écho ici de l'activité pétrolière. La clientèle s'y accommode plutôt bien et se sent chez elle. Moi, je préfère prendre mon pot lorsque je rentre de mon boulot à Tradex pour plusieurs raisons. La première, c'est la sécurité vraiment qui règne.
dans cette place. Le personnel et l'endroit approprié est très propre. Moi j'aime boire dans des boutiques Traders parce que d'abord elle est propre et de deux, ici à Traders PK11 c'est la qualité, l'accueil est agréable, le personnel est propre. L'entreprise y a mis toute sa ressource. La gestion de la rénovation est l'œuvre d'une commission conduite par Roberto Barra. Les premières réalisations permettent de faire le point. Tout travail est perfectible parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la commission a d'abord travaillé sur une première vague de 25 boutiques au cours de laquelle, n'étant pas du métier, n'ayant pas l'expérience de ce genre de travaux, nous avons acquis beaucoup d'expérience au contact des entrepreneurs, au contact des architectes. Nous avons acquis beaucoup d'expérience qui seront capitalisées pour la seconde vague de boutiques à rénover. La commission a également travaillé à créer une franchise pour la gestion de ces boutiques. Tradex a opté pour la gérance libre. L'entreprise ambitionne de fabriquer les entrepreneurs made in Tradex. Ce qui m'a motivé déjà depuis un certain temps, depuis Tradex est ouvert depuis un certain temps, j'ai regardé la dynamique de cette entreprise, la manière dont il prospérait et je me suis dit c'était un climat qui permettait à quelqu'un d'entreprenant de pouvoir se développer. Et mes motivations personnelles, c'est qu'en général, j'aime bien aider les autres et j'aurais voulu participer d'une manière quelconque au développement des jeunes, à la prospérité du pays. La mise en service des 25 premières boutiques a permis de créer près de 150 emplois directs. L'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Une autre série de 20 nouvelles boutiques seront rénovées dans les prochains mois. Les pompes et citernes des stations Tradex côtoient désormais ces boutiques chaleureuses au contenu tout aussi surprenant. Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. Orange. Suivez-moi, suivez-moi. Stop, on va lancer Success Story. Place à présent à notre invité de la rubrique Success Story. Pionnier de la microfinance au Cameroun avec la coopérative Épargne Fesse il y a une vingtaine d'années. Il est aujourd'hui président directeur général d'une entreprise baptisée la Régionale d'épargne et de crédit. L'expansion de cette société jusque dans les pays de l'Afrique centrale montre bien que la croissance de ce leader est véritable et que l'entrepreneur dans l'âme peut désormais partager son expérience et sa trajectoire. C'est ce qu'il fait maintenant pour la jeunesse camerounaise dans la rubrique Success Story. Je suis le révérend pasteur Charles Rollin Ombamekat. Je suis marié, père de 5 enfants qui sont justement mes enfants directs. Mais vous savez, un pasteur, le troupeau, c'est ses fils. Donc, je dirige plusieurs églises. Je suis aujourd'hui le président de la Régionale d'épargne et de crédit. Mon papa est Katsem, un ancien enseignant du CEBEC.
Ma maman, Ombendo Irène, elle était ménagère. Vous savez, les enseignants de l'époque du Sébec, ils n'avaient pratiquement rien. Vous avez un papa qui a à peine 20 000 francs de salaire et qui a 9 enfants. Ça devrait être compliqué. C'est pourquoi nous avons grandi dans l'agriculture, notamment la culture du cacao. Moi, je suis parti à l'école un peu plus tôt. Moi, je suis arrivé au cours moyen de pratiquement à 9 ans. En ce temps-là, on n'entrait pas en 6e, il fallait la dispense d'âge. Et mon papa avait estimé que j'étais très jeune pour pouvoir aller au collège. Ça fait que j'ai repris le cours moyen de sans composer ni le CEP, ni le concours d'entrée en 6e. Et la deuxième année aussi, j'ai pu faire le CEP et le concours d'entrée en 6e. J'ai réussi au CPE et je n'ai pas pu avoir le concours. Il a dit non, même comme ça, tu es trop jeune, tu ne dois pas avancer, il faut refaire. Je savais que je suis resté au cours moyen pendant cette période. Et à la 3e année, je partais à l'école simplement pour faire le concours d'entrée en 6e. Je le dis parce que ça a marqué ma vie. D'abord en termes de défis, dès lors que je suis entré au secondaire. Mais ensuite, ça m'a quand même permis de capitaliser un certain nombre de choses. J'ai obtenu mon CPE à l'école Sébec de Dema. Et maintenant, je suis parti au CS d'Indi-Kinimé, qui est aujourd'hui devenu lycée. Et ensuite, je suis parti au lycée classique de Bafia. Et à partir de la seconde, je commence à voir ce que je pourrais faire dans la vie. Donc, je choisis la série D. Et bien entendu, avec un bac D. Jusqu'au soleil, je te suivrai. Toi, mon meilleur ami. Parmi les étoiles, t'es la plus. J'ai choisi l'université, l'unique qu'il y avait. Et j'ai fait gestion des entreprises. Je suis arrivé jusqu'à maîtrise. Et pratiquement, je devrais aller en doctorat. Au regard du standing de vie, le niveau de vie de la famille, la pauvreté était forte. Il n'y avait pas de moyens. Je pensais que non, il fallait que j'arrête. Vous savez, dans les années 80-90, celui qui créait l'entreprise semblait être celui qui a échoué. Pour créer une entreprise, il fallait être déterminé, il fallait effectivement avoir une mission, un problème à résoudre. Dans les années 90, il y a une conjonction de la crise politique associée à la crise économique et bancaire. C'est-à-dire que vous vous souvenez, le 26 mai 90, c'est là où on commence le multipartisme avec tout ce qui va se passer, et les villes mortes et tout cela. Mais de l'autre côté, les banques sont en train de fermer, c'est la crise bancaire. Le FMI qui vient avec ses plans d'ajustement structurel, j'avoue que ce n'était pas facile. Je vous rappelle qu'en 1993, c'était la première fois où les fonctionnaires ont eu un retard de salaire. 2 mois d'arriéré de salaire. Ce n'était pas évident. En 1994, nous aurons la dévaluation du franc CFA. Donc le contexte, en réalité, ne s'y prêtait même pas. Mais, sauf que comme je croyais au projet, j'étais déterminé à faire quelque chose. J'ai décidé de créer cette entreprise sans avoir les moyens. Je voudrais rappeler que quand j'ai fait les études de création de ce que j'ai appelé par la suite Épargne First Cameroun, c'est-à-dire l'épargne pour le financement des études secondaires et supérieures, les études m'ont montré qu'il me fallait 1,167 milliard pour créer Épargne First Cameroun. Je me souviens qu'il y a des amis qui m'ont dit non, écoute, laisse cette histoire. Comme la politique vient d'arriver, entrons en politique, faisons d'autres choses. Tu dis que tu vas créer l'entreprise, ça là vraiment, tu vas trouver l'argent où? Mais je rends grâce à Dieu parce qu'effectivement, il m'a donné la foi. J'étais persuadé que ça va marcher. Et à peine j'ai eu 2-3 millions de francs. Vous imaginez, par rapport au montant, il n'y avait que la foi qui nous permettait. C'est pourquoi quand on veut entreprendre, il faut se décider d'entreprendre, mais s'obliger d'y réussir. La crise économique, c'est la sécheresse des banques. La conjoncture, la crise économique. Moi, je voudrais résoudre le problème du financement des études secondaires et supérieures
des classes qui n'ont pas les moyens. Je voudrais résoudre un deuxième problème. Une grande partie, le taux de bancarisation, après les études en ce temps-là démontrent, on était à peine à 1,5-2%. À peine, hein? Alors vous imaginez, 98% des Camerounais étaient exclus de la banque. Et avec la crise, ça devenait autre chose. Donc, il fallait créer une structure d'intermédiation financière accessible à tous pour permettre que, rien que par le fait que les gens accèdent aux services financiers, qu'ils parviennent à réduire leur pauvreté. À partir de là, on a pu créer cette entreprise contre vents et marées. Et pour y parvenir, bien entendu, n'ayant pas les moyens, moi je vais vous dire, j'ai aidé mon oncle. Mon oncle avait une quincaillerie, elle n'existait plus. Elle était là en face de la boulangerie Kalafata, ça s'appelait la quincaillerie Nova. Et moi, je l'aidais justement à concevoir comment vendre ses produits, parce que c'était une quincaillerie en voie de fermeture. Beaucoup de gens ne savent pas qu'en ce temps, on ne vendait pas les carreaux comme on les vend aujourd'hui. Moi, j'ai vendu les carreaux. J'ai fait la menuiserie. J'ai fait un peu de maçonnerie. Mes vacances, souvent, je m'occupais non seulement des champs, mais de toutes ces activités-là. Donc, ça fait que, effectivement, quand nous avons eu l'occasion de travailler avec notre oncle, pour rien, il ne me payait pas. Ça, il faut le dire. Dans mon esprit, j'ai mis en moi une pensée. C'est que mon produit est bon, même si 95% le refusent. C'est-à-dire, je m'en vais vendre, je m'en vais convaincre les gens. Je viens, je vous vois, je dis, écoutez, vous pouvez mettre 25 000 francs pour être actionnaire. En ce temps-là, Épargne First Cameroun, vous n'êtes pas, je vous explique les mécanismes, le produit, comment ça va se passer. Si 95% refusent, pour moi, je trouve que c'est normal. Quand vous voulez entreprendre, il faut être doté d'une certaine témérité. Et justement, je reconnais que mon oncle m'a encouragé. C'était parmi les premières personnes qui ont souscrit. Il a vu ma détermination. Moi, je ne savais pas que pendant que je travaillais pour rien, lui, il m'étudiait. Il regardait si je suis perspicace, si je peux tenir. C'est comme ça que quand je viens lui proposer, il dit que vraiment, mon neveu, si je peux t'aider, je pourrais t'aider. C'est comme ça que quand je lui ai présenté, bon, c'était difficile qu'il croie totalement, mais quand même, il s'est dit non, mon neveu me soumet un problème. Il ne m'a pas donné l'argent. Il m'a donné quelques chaises. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis là. Ces chaises qui sont encore là. Depuis 80, ça fait depuis 93. Ça fait pratiquement plus de 23 ans aujourd'hui. Il m'a aidé à payer le premier loyer. Et c'est pourquoi je dis toujours que l'histoire de la régionale aujourd'hui, je la compare toujours à l'histoire de Jésus-Christ en tant que pasteur. Il est né, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Donc, c'est pratiquement la même chose. En 1997, j'étais président de la Fédération de tennis de table. Et pour la première fois, le Cameroun devait aller au championnat du monde de tennis de table. En 1997, donc ce qui va se passer, c'est que je m'en vais à Manchester, conduisant la délégation du Cameroun à ce championnat. Mes amis que j'avais pris au moment du lancement de Épargne First, vous savez, quand une structure marche, ça aiguise les appétits. Et effectivement, ils ont fait un coup et ils m'ont évincé. Moi, j'étais parti en mai. En juin, je reviens, on convoque une assemblée. Les gars, ils avaient fait vraiment, ils avaient tout préparé, de sorte que ils ont dit aux gens, vous savez, en ce temps, le mot qui passait, le changement. Même dans l'entreprise, on dit changement. Il n'y a pas de logique, on vous dit changement. J'arrive à l'Assemblée générale, les gars avaient tout préparé. Ils disent non, président, vraiment, vous travaillez très bien, mais nous, on veut le changement. Voilà ce qu'ils disent. J'ai compris, les gars avaient préparé le terrain. Et là, dans la salle, j'ai pu persuader les gens au point où quand on est passé au vote, j'ai gagné. Mais quand je gagne, les gars sortent maintenant ce qu'ils avaient pris parce qu'ils ont pris les procurations. C'est-à-dire quand les gars ils disent non, nous voici les procurations, tel n'est pas venu. Donc en ajoutant les procurations, voilà, je me retrouvais dehors. Finalement, 98, on tombe donc à la mort. Quand je compare à Jésus, 98, c'est la phase la plus difficile.
Épargne Fest va pratiquement mourir. Ça sera la débandade. Avec des difficultés telles que ça va se présenter à partir de 98 précisément, je reste membre de la coopérative, bien que étant évincé. Je suis pratiquement dehors, mais je suis le promoteur. En passant, si c'était les actionnaires, j'étais l'actionnaire majoritaire. C'est-à-dire du fait que j'avais des apports en industrie élevés. Donc, je reste membre. Et c'est comme ça que Épargne Fest à l'époque va connaître la banqueroute. En décembre, 5 décembre 98, il y a une assemblée générale qui a lieu et les adhérents, en ce temps on ne parle pas d'actionnaires, c'est-à-dire les membres de la coopérative vont demander que je revienne. J'avoue que pendant ce temps, bien qu'étant membre, je m'étais dit qu'écoutez, si les gens ont pris celle-ci, je suis encore jeune. Quand moi j'ai lancé Épargne Fest, j'avais 26 ans. Donc à 26 ans, donc 4 ans après, j'avais à peine 30 ans. 30 ans, 31 ans, je me suis dit, mais je peux recommencer. Il n'y a pas de problème. Donc, je dois être honnête que j'avais commencé une autre structure que j'avais appelée Canada Credit Union. Je voulais recommencer. J'ai dit, ils ont pris celle-ci. Je vais recommencer parce qu'on ne m'a pas coupé la tête. Donc, mais comme je suis serviteur de Dieu, je dois obéir à Dieu. Dieu va me demander de reprendre cette structure qui était Épargne Fest, qui était totalement en décrépitude. C'est comme cela qu'à la suite d'un jeûne, Dieu va me dire que c'est lui qui m'a dit de faire cette structure et que c'est lui qui fait jaillir de l'eau dans le désert. Donc, et il me dit, moi je ferai jaillir de l'eau dans le désert. La deuxième maison sera plus grande que la première. Chaque fois que tu seras dans des difficultés, lève les yeux au ciel et moi je répondrai. Ça, c'est vraiment ce que Dieu a révélé. Et à partir de ce moment, j'ai laissé, alors qu'à Canada Credit Union, j'avoue que du fait que les gens avaient vu que j'étais capable, aujourd'hui j'avais déjà rassemblé autour de moi beaucoup de personnes qui voulaient me soutenir. J'étais obligé d'aller décommander et recommencer à zéro et même pas à zéro. C'est pourquoi en 99, je recommence là maintenant la phase de la résurrection d'Épargne Fest. Comment? En titrisant les dépôts des épargnants. Faire des titres. Les titres nous ont donné pratiquement 1 milliard quelque chose. C'est-à-dire que l'argent des épargnants, où il n'y avait plus d'argent. Alors je leur ai dit qu'avec les produits d'exploitation, on va rembourser. Donc, à la suite de cette restructuration que j'appelle la résurrection, en 2004, le 22 mai 2004, nous allons donc créer la régionale SA. Ça veut dire qu'on va changer de statut juridique. Nous ne serons plus une coopérative et on va donner le nom la régionale d'épargne et de crédit à partir de 2004. Mais ouverture de ce nom, c'est-à-dire on va lancer ce nom en 2005. Papa n'était rien, maman n'était rien, rien du tout. Mamie n'était rien, papi n'était rien. Je me suis battu comme un homme, comme un homme, comme un homme. Devenu ce que je suis. Faut compter sur ses efforts personnels. Pourquoi le nom la régionale? J'avoue que nous avons des convictions. J'avais des convictions et je les ai toujours. C'est que l'une des premières convictions, la philosophie qui nous guide et qui dicte même les valeurs, parce que ça va ensemble, c'est que nous croyons que celui qu'on appelle le pauvre, et lui-même souvent se dit pauvre, le pauvre dispose des richesses non monétaires, que lorsqu'on capitalise ces richesses non monétaire, il devient monétairement riche. C'est pourquoi nous choisissons donc la régionale, qui signifie notre capacité à concevoir des produits adaptés aux besoins des groupes cibles. Partout où on se trouve, donc dans chaque région, nous pouvons arriver, on constate ce que les gens font et on transforme ça en produits financiers qui leur permet d'accéder à un système financier formel et ça leur apporte de la richesse. Le deuxième point qui va nous amener à choisir la régionale, c'est qu'effectivement nous sommes aujourd'hui
même à l'an 2000, à partir de l'an 2000, un peu 2-3 ans avant, on parlait déjà de globalisation, de mondialisation. Donc au moment où les économies se mondialisent, nous pensons que les pauvres ne doivent pas être les laissés pour compte. Parce que lorsque la mondialisation a des problèmes, ils subissent les affres de la mondialisation. Et nous nous sommes dit que la régionale devrait être un instrument qui permette aux pauvres, non plus simplement de subir les affres de la mondialisation, mais aussi de gagner lorsqu'il y a possibilité de gagner, en leur donnant, bien entendu, l'accessibilité aux services financiers. Ces deux éléments ont dicté le choix de la régionale. À partir de là, ça rejoint notre vision qui est celle de devenir un véritable instrument financier dans la région Afrique centrale. Et dès 2005, nous engageons ce que j'appelle la montée au ciel de Jésus. Donc, et pourquoi depuis 2005, nous sommes effectivement en pleine expansion, en pleine croissance, avec davantage des produits nouveaux qui concernent la régionale et qui concernent même aussi le secteur de la microfinance. Rien n'est impossible avec Dieu. Rien n'est impossible avec Dieu. Rien n'est impossible avec Dieu. Avec l'expérience que j'ai pu acquérir, j'ai pu apporter ma contribution à la Banque africaine de développement. J'ai été dans des projets de la BAD avec le gouvernement camerounais, comme l'OPEPAFEN, projet de réduction de la pauvreté et action en faveur des femmes dans la province de l'extrême nord. À un moment aussi, je faisais des conférences avec la Chambre de commerce, toujours dans l'esprit d'entreprendre, amener les gens à entreprendre. Là aussi, j'ai pu créer une ONG, une association chrétienne pour le développement économique et social. Ça s'appelle ACDES. Voilà en gros, en dehors de mes activités pastorales, c'est mes activités de tous les jours. Chaque jour, il faut que j'enseigne la parole. Je suis promoteur d'un organe, d'un média, Success Radio. La première difficulté était déjà le contexte économique et nous l'avons surmonté par la témérité. Aussi, nous ne pouvons pas oublier qu'à un moment, il y avait un peu comme une stigmatisation. Et bien entendu, nous avons surmonté par le fait de la pratique, des résultats qu'on peut obtenir pour enlever cette stigmatisation. Maintenant, dans l'entrepreneuriat, j'avoue que c'est des difficultés de tous les jours. Vous avez des gens qui vont voler de l'argent, des gens qui vont vous tromper. Une des grandes difficultés qu'on a dans ce pays aujourd'hui, malheureusement, il y a le chômage, mais malheureusement aussi, il y a un problème de ressources humaines. C'est-à-dire, pour trouver des bonnes ressources, ce n'est pas facile dans ce pays. Quand j'entends par bonnes ressources, ce n'est pas seulement la compétence. À dire que cette ressource qui peut surtout avoir les 4 savoirs, comme vous connaissez, c'est-à-dire les connaissances, premier niveau de savoir. Le savoir-être, c'est très important. Les valeurs, les gens n'ont pas les valeurs. Le savoir-faire, ça c'est compliqué. Et surtout quand on rentre dans le leadership, le savoir-faire, aider les gens à faire. Ce n'est pas facile de trouver parce qu'il y a une mentalité totalement corrompue. Au point où même quand vous prenez quelqu'un pour qui vous pouvez avoir de l'estime, il prend vraiment, il devient un petit affaire. Donc le problème des ressources humaines est un problème très très important. Dans ce parcours, nous avons eu à être meilleurs coopérative d'épargne et de crédit par le comité de l'excellence africaine. Nous avons été étoile d'or de marketing plusieurs fois, au moins 3 fois aussi. En réalité, mon plus grand prix, c'est d'abord l'éclosion du secteur de la microfinance au Cameroun. Parce que vous ne vous imaginez pas, pour que ce secteur soit ce qu'il est, en toute modestie, il a fallu des hommes comme nous qui travaillions et qui combattions pour que ça arrive.
Ça, c'est le trophée du comité de l'excellence africaine que nous avons reçu. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous imaginer, ma plus grande satisfaction, c'est d'être sauvé. C'est que je suis sur le chemin, je suis en train d'aller au ciel. En réalité, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdrait son âme? Donc je ne peux que me réjouir de ce qu'aujourd'hui, je suis en train d'aller au ciel. Oh mon Dieu, que je te demande trop. Tu m'as déjà donné ce qu'il y a de beau. Les jeunes doivent commencer par l'idée. Deuxièmement, il faut que le jeune croie à cette idée, mais se donne le défi, s'oblige à réussir par cette idée. Il faut éviter en tant que jeune de vivre l'avenir au présent. C'est-à-dire que ce qui dérange les gens, c'est que dès qu'il crée une entreprise, il se fait les cartes de visite, DG, on l'appelle partout. Il arrive dans un circuit, il doit donner les poulets DG aux gens. DG. C'est des erreurs terribles. Et ils pensent que bon, dès que tu commences un peu les affaires, il faut voyager, il faut aller à Dubaï, il faut revenir avec une nouvelle veste. Vraiment, c'est les erreurs à ne pas commettre. J'insiste encore pour dire que les affaires, quand on veut entreprendre, ce n'est pas d'abord pour se faire de l'argent. C'est pour résoudre un problème. Je gagne de l'argent en résolvant d'abord les problèmes d'autrui. C'est extrêmement important. Si vous faites comme ça, vous aurez une affaire pérenne. Président, merci de nous avoir reçus ici au siège de votre entreprise. Nous venons de suivre la première partie de cet entretien. Et tout de suite, on se demande comment vous avez fait justement pour tenir toutes ces années, mais précisément, quelles leçons vous-même vous tirez de ce parcours? Merci déjà à vous de m'accueillir parce que ce n'est pas toujours donné. Je connais l'émission et je connais combien de personnes suivent cette émission. Je dois dire que des grandes leçons ont été tirées. La leçon de la ténacité dans l'entrepreneuriat, la ferveur dans ce que nous sommes en train de faire, la foi dans ce que nous engageons. Vous êtes pionnier de la microfinance au Cameroun. Ce secteur a connu son éclosion. Aujourd'hui, on peut voir des fruits de réussite comme la régionale, mais on peut encore espérer mieux pour notre pays. Quelle grande ligne vous pouvez tracer pour voir ce secteur davantage être utile aux Camerounais? D'abord, je voudrais dire que je souhaite que mon pays soit davantage en paix. Parce que pour faire des affaires, pour faire l'entrepreneuriat, justement, il faut de la paix. Donc, je voudrais que davantage qu'il y ait une éclosion d'une grande classe d'hommes d'affaires. Vous êtes un modèle de management puisqu'on le voit, vous avez une entreprise que vous créez, elle tombe en faillite, vous la restructurez, aujourd'hui elle prospère. Vous voulez que l'entrepreneuriat soit utile au développement de la société. Il faut que les managers fassent quelque chose. Vous suggériez quoi, vous? Moi, les managers doivent déjà faire leur job, c'est-à-dire bien manager. Ils doivent aussi jouer le rôle, au-delà de manager simplement, aussi il faut être des leaders. Troisièmement, former les autres. Je suis content que de plus en plus, même au niveau des pouvoirs publics, on commence à associer les entreprises dans le choix de certaines filières. Je souhaite que ça continue et qu'il y ait des enseignements, par exemple dans l'université, pourquoi pas un cours qu'on appelle témoignage. C'est-à-dire qu'un enseignement, un cours où je vais à l'université, je ne fais pas les longues théories, je dis simplement ce que je vous ai dit. Des expériences. Oui, des expériences, voilà. Je pense que ça pourra aider des générations et des générations. C'est ce que nous essayons de faire à travers cette émission en choisissant des parcours comme les vôtres. Donc ce n'est pas pour faire la publicité de la régionale, mais pour qu'une trajectoire comme la vôtre puisse inspirer les jeunes Camerounais qui veulent entreprendre. Vous avez certainement à travers toutes vos autres casquettes des perspectives. Quelles sont-elles? Nous venons de mettre en place la régionale Gabon. Donc je pense aussi, c'est toujours bien qu'au Cameroun nous ayons... Parce que c'est de l'expertise nationale que vous avez exportée. Voilà, donc de plus en plus, il faut que nos hommes d'affaires, nos frères, apprennent à conquérir le marché. Hein. Qu'on le veuille ou pas, il y a quelque chose à prendre dans la sous-région. Et nous croyons que bientôt, nous aurons un statut plus grand encore pour continuer à aider nos populations dans le cadre du développement de leurs projets. Merci. Pour le pays, pour les jeunes Camerounais, quels conseils, quelles recommandations vous donnez pour que les jeunes puissent croire davantage, qu'ils espèrent, innovent, comme vous le dites, en toute éthique et en tout professionnalisme? Les jeunes, je crois qu'ils ne doivent pas désespérer. Quel que soit l'environnement qu'ils rencontrent, quand il y a une difficulté, c'est qu'il y a une opportunité à côté. J'insiste pour dire qu'ils doivent être des entrepreneurs dont
pas des entrepreneurs occasionnels, des entrepreneurs qui ont décidé de résoudre des points précis. Je vois, j'entends des jeunes là, j'apprécie l'innovation qui se fait, le cardiopade qu'on essaye de trouver par-ci par-là, et je souhaite effectivement que les pouvoirs publics soutiennent ce genre d'initiative par le financement de la recherche appliquée. Merci révérend Charles Rollin Ombang Ekat pour avoir accepté notre invitation. En votre qualité de président du conseil d'administration de la régionale, une microfinance prospère au Cameroun, mais surtout parce que vous êtes un pionnier et un modèle de l'entrepreneuriat. Au nom de toute l'équipe de Carrière, je vous dis encore merci et vous souhaite plein succès dans vos activités. C'est moi qui vous remercie et je crois que les jeunes Camerounais vont continuer à entreprendre et votre émission va prospérer. Merci beaucoup. Bonne continuation à vous. Merci. Je te dis merci, oui je te remercie, oui je te remercie, yeah, Seigneur. Aujourd'hui, en situation de travail, l'un des outils dont nous disposons, c'est le téléphone. Alors, comment réussir un entretien téléphonique professionnel? Nous avons posé la question à Benjamin Wall. Il nous donne la réponse ici en 5 étapes sous forme de conseils et astuces dans la rubrique coaching. Bonsoir et bienvenue parmi nous. Dans notre séance de coaching de ce soir, nous allons parler de l'entretien téléphonique. Comment le préparer? Alors, l'entretien téléphonique est un préalable au rendez-vous et à l'entretien proprement dit. C'est l'étape qui va conditionner votre présélection. Nous allons donc vous proposer 5 étapes qui vont vous permettre de mieux vous préparer pour cet exercice. La première étape, c'est prendre du recul, prendre 10 minutes. Alors, 10 minutes pourquoi? Pour vous préparer. Généralement, les recruteurs vont vous appeler plusieurs candidats à la file pour vous poser des questions qui vont permettre de savoir à qui ils ont affaire avant de passer à l'entretien proprement dit. Si vous n'êtes pas dans les bonnes conditions pour vous mettre à répondre, surtout ne le faites pas. Demandez poliment de décaler le rendez-vous, le temps de trouver un endroit tranquille et de préparer un minimum de réponses. La deuxième étape est très importante, c'est de faire le point. Vous devez faire le point sur vos compétences, ce que vous savez, ce que vous savez faire et comment vous savez être. Vous devez également vous renseigner sur l'entreprise, sur le poste à pouvoir si vous le connaissez et sur l'environnement, le secteur d'activité dans lequel se trouve l'entreprise qui vous appelle. La troisième étape, c'est ensuite de vous mettre en condition. Vous devez vous échauffer. Vous devez vous rassurer que vous avez tous les atouts avec vous. Alors la mise en condition, c'est quelques minutes avant l'appel, se mettre dans les conditions mentales et physiques qui vous permettent d'être à l'aise dans cet exercice. Il est recommandé de se mettre en tailleur. Ça fait rire souvent, mais mettez-vous en tailleur même si c'est pour un entretien téléphonique parce que ça va transparaître au niveau du téléphone. Ne mettez pas de jean. Les femmes pourraient se maquiller pour être à l'aise parce que quand vous vous êtes maquillée, vous vous sentez belle. Et l'interlocuteur a besoin de sentir quelqu'un au bout du fil qui est sûr de lui. Enfin, soyez détendu, soyez à l'aise et ayez une voix qui porte. Pas une voix câline et amoureuse, mais une voix managériale. Le quatrième point, c'est de rester concentré. Alors choisissez un environnement qui ne va pas être perturbateur, où on ne va pas entrer et sortir. Soyez sûr que vous souriez. Parce que le sourire s'entend également à l'autre bout du fil. Et cela garantit un échange agréable entre vous et votre interlocuteur. Le dernier point, la dernière étape, c'est de rappeler si nécessaire. Rappeler. Et soyez sûr que vous rappelez le premier si vous avez le mail et le numéro de téléphone de votre interlocuteur.
quelques minutes après l'entretien ou le lendemain, envoyez un mail pour dire merci à votre interlocuteur. Et ça doit être un mail très court, très précis, très concis, qui montre votre volonté à continuer l'exercice et à être recruté à la fin. Alors, les 5 étapes que nous venons de voir nous permettent d'être assez outillés pour passer avec bravoure notre entretien téléphonique. Merci d'avoir été des nôtres. Mettez en pratique ce que nous venons de partager avec vous et vous verrez votre comportement s'améliorer, vous verrez votre savoir-faire s'améliorer et pourquoi pas décrocher cet emploi de rêve qui est le vôtre. En espérant que vous avez apprécié cette édition du magazine Carrière, nous la concluons ici, sur la place de l'Indépendance à Yaoundé, et précisément devant le nouveau mobilier urbain inauguré il y a quelques jours par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé. Objectif, embellir la capitale. Nous vous souhaitons de belles carrières à vous également. Mesdames, Messieurs, notez le rendez-vous dans un mois sur votre chaîne de télévision. Carrière vous est offert par Orange. Formez de meilleurs leaders pour construire de meilleures communautés. Vous êtes âgé entre 18 et 35 ans, vous êtes un jeune cadre professionnel, vous vous intéressez au développement de votre communauté, vous êtes entrepreneur, vous êtes un leader d'association. Nous vous invitons à prendre part gratuitement à la 5e édition de l'Académie camerounaise de leadership qui se tiendra dans le merveilleux centre de formation d'Eneo à Ombé du 11 au 17 septembre 2016. Inscrivez-vous sur notre site www.camerleadership.org. Pour plus d'informations, contactez le 233 323 209 ou le 677 823 612 ou encore le 698 292 378. Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. We will all love to carry out our mobile payment transactions whenever we want. With the Orange Money application available on Google Play, you can perform your transactions with incredible ease. Do your money transfer with total simplicity. Do your shopping in partner shops and supermarkets. Pay your bills at any time without moving. Manage your bank account anywhere and at any time. Buy airtime for yourself and for your Orange contacts. It's all about what matters to you. Orange.